Alors, du coup, ce workshop est sur comment organiser l'inclusivité et la diversité dans son entreprise. Donc, on va faire un peu de théorie et puis après, on va faire des choses très pratiques. Enfin, on va vous présenter des bonnes pratiques, des bonnes méthodes pour implémenter une bonne politique diversité et inclusion dans vos entreprises. Euh, voilà. Donc, du coup, moi, je suis Laura Driancourt, je suis une des cofondatrices de projet Adelphité et je suis présidente également. Et à la base, j'étais avocate spécialisée en fiscalité et j'ai changé les choses j'ai changé de voie pour essayer de changer un peu le monde. Voilà, une personne à la fois. Et donc, du coup, je suis avec Talia. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Talia Bambou. Je suis directrice sensibilisation chez Projet Adelphité et à la base, je suis médiatrice scientifique. Voilà, dans les musées, je vulgarise les sciences et moi, j'ai décidé de changer le monde avec Laura sur d'autres sujets. Voilà. On va vous présenter un peu ce que c'est Projet Adelphité et puis après, on va rentrer dans le vif de la présentation. Du coup, Projet Adelphité, comme le disait Anne, c'est une agence de conseil en diversité et inclusion. Et notre but, c'est de mettre ces deux sujets au cœur du développement et de la performance des organisations. Ça permet d'améliorer la performance collective des entreprises en offrant le meilleur cadre pour l'éclosion des talents. Bah oui, parce que quand les gens ils sont bien, bah forcément, ils sont plus à même d'explorer leurs compétences. Nous, on propose aussi d'élaborer des indicateurs de suivi RSE spécifiques sur ces sujets et on participe à débusquer les biais décisionnels et relationnels afin de piloter et pérenniser une structure qui soit performante et attirante. On a trois types de missions pour ça. Un type de mission qui est plus orienté diversité, c'est tout ce qui est processus RH. Donc, on vous accompagne sur vos processus de recrutement, d'évaluation, de promotion, de grille salariale, sachant qu'on ne fait pas de sourcing. Nous, vraiment, on travaille sur comment rendre objectifs tous ces processus et enlever un maximum les biais, enlever un maximum leur impact sur les décisions qu'on peut prendre à ce niveau-là. Ensuite, on a un deuxième type de mission qui est plus orienté inclusion, c'est tout ce qui est culture d'entreprise. Donc, on fait d'abord un audit, d'abord du côté de l'entreprise avec ses obligations légales, les pratiques qu'elle applique, la politique diversité et inclusion qu'elle a si elle en a déjà une. Et ensuite, on regarde du côté des salariés avec un questionnaire anonyme. Le questionnaire anonyme, il nous permet de dresser le profil des équipes en respect de la réglementation RGPD, évidemment, de voir comment les pratiques managériales sont perçues, les indicateurs d'inclusion, les indicateurs de discrimination, et puis comment la politique diversité et inclusion de l'entreprise est reçue et quelles sont les actions que les salariés aimeraient voir être mises en place dans le futur. On fait aussi des entretiens individuels, des focus group pour faire un côté plus qualitatif et rentrer un peu plus profondément dans les sujets. Quand c'est des petites structures, évidemment, genre il y a une dizaine de personnes, on fait que des entretiens individuels, comme ça on peut rencontrer tout le monde et ça nous permet vraiment d'avoir une vision globale de l'entreprise. Et à partir de tout ça, on fait un rapport avec des forces, des axes d'amélioration et on propose un plan d'action. Et ensuite, on accompagne l'entreprise dans la mise en place de ce plan d'action. Donc, selon la taille, la volonté d'aller vite, etc., bah, ça peut prendre plus ou moins de temps, évidemment. Et enfin, notre troisième type de mission, c'est tout ce qui est revue et accompagnement de projet. Parce que comme les équipes ne sont pas toujours diversifiées, on peut avoir des angles morts, en fait, à cause du manque de diversité. Et là, si je vous le dis comme ça, vous ne voyez pas nécessairement trop ce que ça recoupe. Du coup, je vous donne un exemple. Et l'exemple que je vous donne, c'est, vous voyez les robinets automatiques. Vous passez la main dessous et l'eau coule. Et en fait, il y a plein de ces robinets qui ne fonctionnent pas correctement avec les peaux foncées. Ce qui fait que les personnes noires ou sud-asiatiques, quand elles ont la peau foncée, bah, potentiellement, elles ne peuvent pas se laver correctement les mains. Et vous serez d'accord avec moi qu'en période de pandémie, c'est vrai. En général, c'est pas top, mais en période de pandémie, c'est vraiment catastrophique. Et ça, c'est parce que les équipes d'ingénieurs derrière qui ont conçu en fait ces robinets étaient des personnes à la peau claire, enfin étaient des personnes blanches comme moi par exemple, et se sont pas posé la question de est-ce que ça fonctionne sur toutes les carnations. Et typiquement, nous, on intervient pour éviter ce genre de couac, ce genre d'angle mort en fait lié au manque de diversité dans une équipe, en attendant que bah il y ait plus de recrutement et qu'on rééquilibre les choses. Voilà. Et je laisse Talia pour vous présenter notre définition de la diversité et de l'inclusion. À l'heure actuelle, en fait, la définition même de la diversité, elle va changer en fonction des entreprises. Du coup, voilà, on va vous donner la nôtre. Donc, notre vision de la diversité, c'est une diversité qui prend en compte beaucoup plus de choses que le cadre légal actuel, qui est justement plus tourné sur le genre et le handicap. Donc, on va englober beaucoup plus
de sujets. Donc, on va parler de diversité donc de genre, mais aussi d'orientation sexuelle, d'origine sociale et ethnique, de culture, de religion aussi, on l'a oublié, et d'apparence physique. Donc, dans l'apparence physique, on va prendre en compte, par exemple, la grossophobie, donc les discriminations que peuvent vivre les personnes qui sont grosses, ou le handicap physique, qui fait partie justement, voilà, au niveau de l'apparence physique, en fait, c'est des choses qu'on va pouvoir voir, et donc ça peut être le fruit de discrimination, et aussi, bien sûr, le handicap invisible, donc justement celui qui ne va pas se voir. Donc voilà, nous, on va vraiment englober toutes ces thématiques-là quand on parle de diversité. Donc, lorsqu'on va aborder des entreprises et qu'elles vont nous dire, oui, on a de la diversité, on a 50% de femmes, 50% d'hommes, on va dire, oui, mais nous, on ne va pas regarder que ça. Et quand on parle d'inclusion, parce que voilà, c'est bien beau d'avoir de la diversité, mais s'il n'y a pas d'inclusion, en fait, ça ne va pas marcher. Parce que l'inclusion, c'est vraiment le fait de justement permettre à tous ces profils différents de prendre part en fait pleinement à la société en général, mais surtout à l'entreprise. On parle du cadre de l'entreprise. Et c'est vraiment en fait les politiques de diversité et donc d'inclusion, c'est des politiques qui vont permettre à chacun de ces profils de vraiment participer collectivement à un travail plus performant et aussi de pouvoir explorer tous leurs talents au sein même de l'entreprise, quel que soit leur profil. Et donc ça, c'est vraiment l'inclusion, le fait de leur faire prendre part voilà, à leur entreprise pleinement et pas juste être voilà, un quota. Du coup, petit point sur à quel point la diversité et l'inclusion, donc DNI pour les intimes, est importante dans notre époque. Donc déjà, en fait, franchement, travailler sur la diversité et l'inclusion, ça permet de créer un cercle vertueux. Tout d'abord, ça permet de valoriser les collaborateuristes dans leur individualité. Ça permet ensuite d'améliorer les relations de travail. Forcément, on se sent valorisé dans sa personne, donc c'est plus facile de bien s'entendre avec les autres. Ça permet aussi de fidéliser les collaborateuristes parce que on se sent bien quelque part, on a des bonnes relations de travail et la recherche montre que quand on a des bonnes relations de travail, qu'on s'entend bien avec les gens de son équipe, on a moins de probabilité de partir. Donc, ça réduit le turnover. Mais comme tout le monde s'entend bien, on est plus productif, on prend de meilleures décisions aussi, puisqu'on n'est pas tout le temps en train de se frotter les uns aux autres, on est vraiment dans une logique de coopération. Donc, on prend de meilleures décisions, on est plus productif, on augmente aussi les capacités d'innovation, parce que comme on a de la diversité dans les équipes et qu'il y a de l'inclusion, en fait, on a plein de points de vue différents qui vont s'exprimer, et des vécus différents, et donc ça va permettre de penser plus loin, d'aller plus loin que ce qu'on aurait fait si on n'était qu'avec les mêmes profils. Nécessairement, qui dit plus de productivité, plus d'innovation, on parle de plus de performance. Et globalement, on est une organisation qui est plus compétitive sur son marché et on satisfait davantage ses clients. Voilà, c'est pour ça que la diversité et l'inclusion, c'est super important. Et ça se traduit aussi dans les chiffres. Donc McKinsey, depuis 2014, en fait, fait une étude sur l'impact d'une bonne politique de diversité et inclusion sur la performance financière des industries. Et ils se sont déjà rendus compte en 2014 que la diversité et l'inclusion liées au genre, donc l'égalité femmes-hommes par exemple, permet de surperformer en moyenne de 15%. Financièrement parlant, donc c'est la marge d'EBIT moyenne. Donc l'EBIT, c'est le résultat avant impôts et intérêts. Donc c'est ce qui est super important, notamment par exemple si vous voulez lever des fonds, généralement les financiers, c'est ce qu'ils vont regarder. On s'est rendu compte en 2017 que cette surperformance, la probabilité passait à 21%. Et en 2019, ça s'est encore accru puisqu'on est sur du 25%. Donc, on voit vraiment que les entreprises qui ont eu à cœur de mettre en place une politique de diversité et inclusion ont 25% de chances de surperformer par rapport aux entreprises qui n'ont rien fait. Et franchement, quand on voit ça, on se dit, ouais, on a envie d'y aller, quoi. Et puis, on va voir, Taïeb va vous montrer que c'est pareil pour la diversité ethnique et culturelle. Alors du coup, lorsqu'on regarde au niveau des chiffres donc, qui prennent en compte donc, cette diversité ethnique, et là, évidemment, ça va être des questions qu'on va pouvoir adresser dans beaucoup d'autres pays que la France, puisque à l'heure actuelle, pour beaucoup, on pense que les statistiques ethniques sont interdites. Sauf qu'en fait,
c'est pas vraiment interdit en soi. C'est juste que c'est très contrôlé. En fait, il y a un cadre légal auquel il faut vraiment faire attention. Mais on peut le faire d'une certaine façon. Et donc, lorsqu'on observe cette diversité-là, eh bien, on a une chance de se performer de 35% par rapport justement à des entreprises qui ne vont pas mettre en place des politiques de diversité à ce niveau-là. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, entre 2014, 2017 et 2019, eh bien, on a quand même une augmentation qui arrive à 36% en 2019 par rapport justement à cette marge débit moyen qui va augmenter et qui va permettre justement d'augmenter ce pourcentage de surperformer à ce niveau-là, alors que vous voyez les entreprises donc, du quatrième quartile qui ne mettent pas forcément en place des politiques à ce niveau-là, eh bien, elles vont pas avoir cette augmentation en fait. Et ce qui est important en fait de comprendre, c'est vraiment que lorsqu'on veut être plus performant et lorsqu'on justement on cherche des façons de l'être, c'est par la diversité que ça va commencer. La diversité et l'inclusion, bien sûr. Et en période de crise, c'est un levier qui est super intéressant parce qu'il y a plein de boîtes qui ne vont pas le faire. Et vous, ça peut vraiment être un élément différenciant ensuite par la suite. Exact. Et du coup, la grande question, bah, c'est bien joli. Ok, il y a plein de bénéfices et tout, mais comment on le fait? Et du coup, on a deux questions. C'est comment bien organiser la diversité et comment bien la manager. Euh, et pour ça, il faut développer un environnement inclusif. C'est ce que vous disiez, Talia, juste avant. Et donc, diversité et inclusion doivent travailler ensemble. Bah, ça ne sert à rien d'avoir une équipe super diversifiée si au final, on fait travailler toujours les mêmes personnes. Enfin, on met en avant toujours les mêmes personnes et on donne des promotions toujours aux mêmes personnes. Bon, si là, ça vous paraît un peu du charabia, vous inquiétez pas, on rentre dans la pratique. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Et pour ça, il faut se poser un certain nombre de questions. Déjà, c'est important de se demander si les valeurs et la culture de votre entreprise prend en compte la notion de diversité. À quel point pour vous c'est important? Ensuite, est-ce que vos managers, alors là vous êtes des startups, vous êtes encore jeunes, donc vous n'avez peut-être pas beaucoup de managers, mais quand vous allez recruter des managers, des postes seniors ou quoi, ça se trouve certains d'entre vous, vous en avez déjà, c'est important de se demander si vos managers sont capables de comprendre différents cadres culturels, y compris à l'échelle locale. Je m'explique, en France, bah, on n'a pas qu'un seul cadre culturel, on est une société qui est multiculturelle et ça s'est construit depuis des siècles en fait. Et donc forcément, on ne voit pas toujours les choses de la même façon ou quoi. Et puis il y a de plus en plus d'internationalisation. Donc même si on est avec une équipe avec des cultures différentes et on est tous français, potentiellement, l'équipe va grandir et elle va s'internationaliser aussi. Donc, on va avoir des différences, même si on est tous français, parce qu'on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas le même bagage culturel, en fait. Et c'est le cas aussi lorsqu'on a des nationalités différentes. Donc, c'est vraiment important de le prendre en compte et de savoir que ces managers sont capables de comprendre les différences de réaction. C'est un peu comme comprendre des personnalités différentes au final. Notre culture, ça façonne notre personnalité. Par exemple, je vous donne un exemple. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est au Japon, on ne dit pas non, en fait. Et donc, on peut avoir l'impression quand on négocie que c'est bon, on a gagné, mais en fait, les gens, ils sont pas d'accord, juste, ils ne l'ont pas explicité. Donc, la manière de négocier va être très différente de ce qu'on fait, par exemple, en France, voilà, typiquement. Euh, Ensuite, est-ce que les managers vont bien intégrer les sujets de diversité dans le travail, que ce soit les objectifs, les feedbacks, les horaires de travail? Forcément, quand vos salariés, potentiellement, ce sont des parents, bah, les horaires de travail, on a besoin qu'il y ait une flexibilité derrière pour les prendre en compte. Mais ça peut être aussi bah, des personnes qui ont des problèmes de santé ou quoi. Bah, c'est plus pratique pour elles et eux d'avoir une flexibilité dans leurs horaires parce que comme ça, ils peuvent placer leurs rendez-vous médicaux de la façon la plus pratique pour eux, en fait. Et tout ça, c'est à prendre en compte. Et ça ne veut pas dire que le travail ne va pas être fait, c'est à prendre en compte et se dire, bah, ce qui compte, c'est que l'équipe fonctionne bien et que cette personne apporte du positif, peu importe qu'elle ait besoin d'une flexibilité d'horaire, en fait. Mais c'est à prendre en compte et à expliciter en amont pour que les gens ne se sentent pas coupables, entre guillemets, de le faire. Si c'est explicité, on est en mode, OK, bon, bah, ça fait partie de la culture entreprise, trop bien, je me sens bien du coup dedans. Et enfin, la diversité, on va se poser la question, quelle est ma clientèle et est-ce que ma clientèle peut s'identifier à mon personnel? Donc ça, c'est beaucoup en B2C. En B2B, la question se pose moins, évidemment, mais en B2C, c'est super important de se dire, est-ce que je suis capable de créer un produit, un service
auprès d'une clientèle la plus large possible, même si ça rentre dans mon persona potentiellement, dans mon segment, mais il faut quand même que je loupe pas une partie de ma cible. Bah, on parlait des robinets tout à l'heure. Bah, typiquement, là, c'est louper une partie de la cible. C'est le fait que tout le monde ne puisse pas se servir des robinets. Il y a eu un problème quelque part, en fait. Voilà pour cette partie-là. Et ensuite, on va vous donner les grandes étapes pour mettre en Donc, place une politique DNI. alors, 3 grands points. Donc déjà, il faut avoir le souci de défaire ce qu'on appelle les effets de l'entre-soi. Donc, je vais préciser plus tard. Dans un deuxième temps, il va falloir justement former et sensibiliser les équipes. Et enfin, les fidéliser. Donc ça va être vraiment les grandes étapes en fait, pour mettre en place une bonne politique de diversité et d'inclusion. Oui, tu... je vais dessus. Donc, dans un premier temps, donc quand je parlais de défaire les effets de l'entre-soi, donc en fait, il y a 3 points qui sont assez importants là-dedans. C'est vraiment, dans un premier temps, de prendre conscience déjà des effets qui vont être générés par le fait d'être entre nous, entre guillemets. C'est-à-dire que quand il y a des équipes qui sont composées des mêmes profils de personnes, eh ben, on va avoir un effet d'entre-soi. Et c'est des choses qui vont justement potentiellement être excluantes pour d'autres personnes. Donc, je vais expliciter après. Ensuite, maîtriser et travailler sur ses biais cognitifs. Alors ça va vraiment être une partie très importante puisque les biais cognitifs, c'est ce qui justement va créer des situations qui vont exclure les autres et on ne s'en rend pas compte. Et c'est vraiment inconscient et c'est pour ça que c'est important de pouvoir les travailler. Et enfin, avoir le souci, donc quand on parlait de clientèle, comme Laura disait, avoir le souci justement de représenter sa clientèle. Donc ça, voilà, c'est les 3 grands points, on va dire, dans le fait de pouvoir travailler sur les effets de l'entre-soi. Hop. Du coup, comment fonctionne l'entre-soi? Je vais enchaîner, t'inquiète. Oui. Alors, pour vous expliquer un peu, donc, comme je disais, le fait d'être dans une équipe, enfin, dans des équipes où on a les mêmes profils de personnes. Donc, par exemple, si on a des équipes composées exclusivement d'hommes ou de femmes, ou des équipes exclusivement composées de personnes blanches, ou des équipes qui vont être composées de personnes hétérosexuelles. Enfin, voilà. Si on a des profils qui se ressemblent, ça va être compliqué de repérer des situations dont on a l'habitude et qui vont en fait exclure d'autres personnes. Donc c'est pour ça qu'on parle justement de ces difficultés à repérer ces situations-là, parce que ça va passer justement par exemple, le dress code, les pratiques qu'on va avoir, le langage aussi, donc le langage verbal et corporel, les canaux de pensée, les méthodes de communication. En fait, ce sont des choses qu'on va justement faire de la même façon lorsqu'on est pareil, entre guillemets, vraiment pour grossir un peu le trait. Et donc, ces éléments-là, ils peuvent être très excluants pour des personnes qui n'ont pas le même profil que nous. Et ça va être important, en fait, justement, de repérer, en fait, ces situations-là et de se dire que oui, en fait, cette façon de faire-là, en fait, c'est quelque chose qui nous est propre et de s'en rendre compte du fait que, voilà, c'est pas quelque chose de normal, c'est pas une norme, c'est quelque chose qui est spécifique à notre façon de faire et donc d'autres personnes ne l'ont pas forcément. Du coup, on va parler un peu de comment maîtriser et travailler ces biais. Donc déjà, qu'est-ce que c'est les biais cognitifs? En gros, ce sont des processus psychosociaux face à des personnes qui sont dites différentes de nous. C'est quelque chose qui remonte à super longtemps, à la préhistoire, où en fait on était en danger, donc il fallait analyser super vite des situations. Et donc, certaines situations sont connectées à des biais. Et comme on a tous et toutes grandi dans une société qui est oppressive sur plein de sujets, hein, qui est sexiste, qui est raciste, qui est homophobe, transphobe et validiste, on a ces biais qui s'activent en fait. Et souvent, c'est fait de manière inconsciente. La plupart des gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un biais. Mais c'est vraiment cette conséquence de la construction sociale qu'on a tous et toutes eue. Et donc, vraiment, avoir des biais cognitifs, ça ne fait pas de nous une mauvaise personne. Ce qui est important, c'est de savoir qu'ils existent. Parce que, voilà, typiquement, c'est ça qui rend aussi les choses difficiles pour travailler avec d'autres personnes. On peut avoir un biais de confirmation. Par exemple, on embauche une personne d'origine arabe.
d'origine maghrébine ou maghrébine, et ça se passe pas bien, et on se dit, bah voilà, typiquement, bah, j'aurais jamais dû, ça marche pas. En fait, non, juste c'est un couac, ça n'a pas fonctionné, ça arrive, et c'est important de ne pas rentrer dans un biais de confirmation à ce niveau-là. Du coup, ça peut causer des discriminations parce que vous voyez, dans sa tête, on s'est dit, ah bah ouais, en fait, les personnes maghrébines, je peux pas travailler avec, et donc on va rejeter toutes les personnes maghrébines, alors que en fait, juste, ça a été un couac avec une personne qui se trouve être maghrébine, mais c'est pas lié à ça, en fait. Et du coup, bah, ça va renforcer en fait une sorte de domination de certains groupes qui sont acceptés comme la norme, puisqu'on se dit, bah, du coup, je vais prendre des gens qui me ressemblent parce que moi, je suis sûre qu'il n'y a pas de problème. Donc vraiment, c'est important d'identifier ces biais cognitifs, comprendre comment ils fonctionnent, afin de ne pas les reproduire et de se dire, attends, là, je réagis comme ça, je tique de cette façon-là, peut-être qu'il y a un biais qui est en jeu, en fait. Mais c'est beaucoup plus facile lorsqu'on s'est documenté sur ces sujets, en fait. Et du coup, bah, d'où la mise en pratique. Donc, dans un premier temps, c'est bien de se fixer pardon, des objectifs. J'ai trop bu. Se remettre en question aussi. Alors, la remise en question, c'est déjà un grand pas. Parce qu'on va se dire qu'il y a peut-être un souci à voilà, un niveau ou à un autre. Et donc, le fait de pouvoir se questionner, se dire que ah, peut-être que là, il y a un problème, ça va déjà en soi vous faciliter le travail pour la suite. Ensuite, lire de la documentation en fait, sur les différents sujets qui ont trait à la discrimination. Bien sûr, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Hein. C'est quelque chose qui, enfin, c'est très complexe. Il y a beaucoup de choses aussi. Et il y a malheureusement beaucoup de discrimination. Et par exemple, de commencer à lire sur des sujets qui se rapprochent un peu plus de, par exemple, votre situation ou la situation d'un collaborateur ou d'une collaboratrice ou de quelqu'un en fait, qui vous est proche. C'est plus facile en fait, de commencer par des choses qui vont déjà nous parler un peu plus. Ensuite, au niveau des collaboratrices, le fait de pouvoir les considérer sur la base de leurs expériences, leurs compétences de travail, et pas vraiment sur ce à quoi ils ressemblent ou leur culture, leurs origines. Donc vraiment de centrer votre considération sur ce qu'elle produit, sur le cadre du travail, en fait, et pas sur autre chose. Et donc, ça va passer justement par ne pas ériger un profil de personne comme étant normale, la norme, parce que vous dites que cette personne-là, justement, qui sort de cette norme, vous allez directement voir, en fait, tout ce qui fait qu'elle n'est pas la norme. C'est-à-dire que vous allez vous centrer là-dessus, plutôt que, comme je le disais, sur ses compétences et son travail. Vous allez plutôt voir, en fait, ce qui fait qu'elle n'est pas, par exemple, un homme ou la personne qui va être d'une religion différente. Vous allez voir ça directement parce que pour vous, le profil normal, c'est ne pas avoir de religion, par exemple. Et donc ça, voilà, ça va vraiment passer par, on parlait des biais cognitifs, mais aussi par la déconstruction de cette norme, en fait, de ce profil normal. Du coup, tous les autres vont paraître anormaux. Et justement, Emma Bucky, donc, qui est dirigeante d'une équipe de l'aide à la vente chez LearnLout, elle disait justement, personne ne tient à être catalogué comme la fille ou le chinois ou le musulman de l'équipe. Personne ne va être réduit à un simple trait identitaire. Et c'est vraiment ça, en fait, que je décrivais, c'est à partir du moment où vous avez un profil normal dans votre tête, tous les autres vont justement vous paraître autres. Voilà, il y a cette altérité qui va se créer. Et donc, vous allez avoir tendance à qualifier la personne par un trait identitaire. Alors que personne n'a envie que ce soit le cas. L'idée, c'est aussi, comme on le disait, d'avoir le souci de représenter sa clientèle, parce que la plupart des boîtes vont avoir une clientèle variée et ne visent pas qu'un segment ou personnage spécifique. Or, certaines exceptions, comme par exemple, vous créez une boîte qui est spécialisée, qui veut faire des produits pour les cheveux crépus. Donc là, vous avez un segment qui est hyper précis, hyper personnalisé. Mais la plupart du temps, vous n'allez pas... votre clientèle, elle va être variée. On va prendre l'exemple du jeu vidéo. En fait, votre clientèle, c'est toutes les personnes qui jouent à des jeux vidéo. Et en fait, il y a de tout. Il y a 48% de femmes qui jouent aux jeux vidéo. 48% des joueuses sont des femmes plutôt. Et vous avez plein d'autres sujets de diversité, par exemple, dans la clientèle du jeu vidéo. Donc, c'est important de créer en fait, des produits qui vont parler à tout le monde, en fait, à toute votre clientèle.
Et en plus, vous avez plus de chances d'augmenter la fidélité de votre clientèle si, lorsqu'elle va sur votre site ou sur votre Instagram ou sur votre LinkedIn et qu'elle voit en fait que l'équipe lui ressemble, qu'elle se dit, ah bah en fait, il y a des gens dans l'équipe qui me ressemblent et tout, donc ah bah, j'aime bien. Et c'est tout bête, mais il y a un sentiment d'appartenance qui se crée en fait. Et forcément, bah, lorsqu'on développe des publicités, si ça a été fait par des personnes bah, qui représentent la diversité de la société française, par exemple, il y a plus de chances de faire une publicité qui va parler à tout le monde, en fait, du coup, nécessairement, et qui, là, transmet un message qui est véritablement, on va dire, universel, puisque ça parle au plus grand nombre. Pareil, le marketing va pouvoir bien cibler tout le monde, ça va dans cette lignée également. Et tout ça, c'est beaucoup plus facile lorsque bah, on a une équipe qui est diversifiée, en fait, et que, du coup, on peut se retrouver facilement dans des personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. Et donc, deuxième partie, former et sensibiliser. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser donc aux équipes. Donc, ça va passer par l'accompagnement des managers et par des sensibilisations et des formations pour justement l'ensemble de l'équipe et aussi les managers d'ailleurs. Et dans un deuxième temps, donc, travailler sur la culture de l'entreprise et ses valeurs. Du coup, l'accompagnement par les managers, comme on disait, c'était important de prendre en compte la singularité des collaboratrices pour qu'ils et elles se sentent bien. Et on va intégrer ces singularités au fonctionnement de l'entreprise. Donc, tout à l'heure, on parlait de flexibilité des horaires. Bah, typiquement, ça permet de prendre en compte plein de différents vécus. Ça va permettre de prendre en compte le vécu des parents qui doivent parfois partir plus tôt pour aller récupérer les enfants ou qui vont arriver un peu plus tard. Par exemple, on se dit, on ne commence pas les réunions avant 9. Si d'ordinaire, on les faisait les réunions à 9h, on va se dire, on va les mettre à 9h15, comme ça. Clément, il peut déposer son petit ou sa petite à l'école et arriver à temps à la réunion. Mais si on l'avait fait commencer à 9h, il aurait eu 5-10 minutes de retard. C'est pas très cool pour lui. Ou si on a un problème de santé, se dire il y a une flexibilité. Je sais que je peux, s'il n'y a pas de réunion prévue après 17h30, je peux prendre rendez-vous chez le médecin sereinement en fait pour ça marche pour la plupart des gens mais aussi pour les gens qui ont des problèmes de santé qui ont besoin d'une flexibilité et ça c'est qu'un seul exemple évidemment. Et c'est important que les pratiques RH, du coup, coexistent avec ce cadre-là, avec le cadre RSE qui se crée. Parce que, du coup, c'est une belle chose de vouloir faire des politiques RSE et plus précisément des politiques diversité et inclusion. Mais si ce n'est pas officiellement indiqué dans les pratiques RH, c'est compliqué que tout le monde se sente capable, enfin, se sente en possibilité de profiter de ces flexibilités, par exemple, de ces singularités. Et du coup, ensuite, c'est former et sensibiliser les équipes, justement. Alors, pour ça, clairement, l'initiative, elle doit venir d'en haut. Elle doit venir de la direction. Et donc, pour ça, il faut donner des objectifs assez précis à vos managers et aux équipes de recrutement. Donc, en fait, il faut vraiment leur donner une sorte de feuille de route, des objectifs qui vont être assez détaillés pour qu'ils puissent savoir comment faire, en fait, pour accéder à plus d'inclusion. Donc, il faut un peu les guider. Ensuite, donc, ça va passer par une transmission et une application donc, par le middle management de ces bonnes pratiques-là. Et donc, ce middle management va ensuite les transmettre aux équipes. Donc, en fait, ça va être un peu descendant, mais il faut vraiment comprendre que c'est le management en fait, qui va vraiment être le pivot dans ces étapes-là. Et donc, les formations aussi, elles vont justement mieux marcher si elles sont accessibles à l'ensemble des équipes. Donc, on va vraiment aller toucher tout le monde. Donc, il ne faut pas réserver les formations, par exemple, juste aux managers, même si c'est déjà extrêmement important. Mais il faut aussi que les équipes aient accès à ces formations-là pour que tout le monde puisse s'entendre, on va dire, sur les questions de diversité et voir où est-ce qu'on veut aller avec nos objectifs. Donc, mieux comprendre aussi par là tous les mécanismes de discrimination qui s'opèrent en entreprise. Parce que la plupart du temps, par exemple, si le management va être formé sur cette question, les équipes, elles ne vont pas forcément l'être et on peut avoir des actes de discrimination qui vont venir en fait des collègues entre eux ou ce genre de choses. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui doit être assez global. Et donc ces formations-là doivent toucher tout le monde, tous les collaborateurs.
Et ensuite, vraiment, le but, c'est de d'intégrer la diversité aux valeurs et à la culture de l'entreprise. Et pour ça, il y a plusieurs manières il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. C'est déjà instaurer une charte égalité qui va préciser les bons et les moins bons comportements. Et par exemple, de dire, les commentaires sexistes et tout, ça n'a pas sa place, il n'y a pas de tolérance au sein de l'entreprise là-dessus, et d'expliciter les sanctions qui vont avec. Et par exemple, de dire, bah voilà, il y a plusieurs degrés au-dessus, par exemple, qui sont les agressions sexuelles, bah, de dire, en fait, l'agression sexuelle, c'est la personne est renvoyée directement. Et ça, vous pouvez, de mettre en place ce genre de charte, ça s'intègre au règlement de l'entreprise, et légalement, ça vous donne la possibilité, en fait, de lancer des actions de licenciement dans ce genre de situation, en fait. Donc, comme ça, vous vous protégez, ça vous permet aussi de clarifier les choses et les collaborateurs et collaboratrices savent qu'il y a une tolérance zéro au sein de l'entreprise pour des comportements discriminatoires. Et c'est important que vous mettiez en place des incitations pour les victimes et les témoins à reporter les cas de discrimination. Parce que justement, vous êtes au top management, parfois vous ne voyez pas ce qui se passe, surtout quand les équipes grandissent et tout, on n'est pas toujours au courant. Et pour que l'ambiance reste saine, c'est vraiment important de savoir quand il y a des cas de discrimination. Et donc de mettre en place un cadre où les victimes se sentent en sécurité et savent qu'elles peuvent en fait reporter un cas de discrimination ou un cas de harcèlement ou quoi. Comme on l'a dit, mettre en place des formations sur ces sujets, parce que comme on l'a dit tout du long, et Talia le précisait aussi, c'est des sujets qui sont super complexes. Et donc, c'est important de faire des formations, de sensibiliser pour pouvoir parler tous et toutes au même niveau. Faites le point sur votre culture d'entreprise. À l'heure actuelle, ça se passe comment? C'est quoi les profils dans votre équipe? Qu'est-ce qui est accepté? Est-ce que justement les blagues dites un peu grivoises, mais qui sont en fait des agissements sexistes aux yeux de la loi, et puis même globalement, moralement, c'est pas OK. Est-ce que c'est accepté? Est-ce que c'est toléré? Et si oui, est-ce que vous voulez que ça change? Parce que c'est une vraie question, hein. Il y a des gens qui s'en moquent que ça change ou pas. Si vous êtes là, je pense que c'est parce que vous avez envie que ça ne devienne pas votre culture d'entreprise et que vous ayez une culture d'entreprise saine. Vous pouvez faire aussi un bilan sur vos processus de recrutement, mais d'évaluation, de promotion également, et de voir en fait, qui vous recrutez, à qui vous donnez les promotions, enfin voilà, qui est en train de monter dans l'entreprise aussi en termes de grade, et de voir est-ce que la diversité, c'est seulement au bas de l'échelle, s'il y en a, ou est-ce que c'est vraiment à tous les niveaux de l'entreprise. Voilà, l'idée, en fait, en intégrant la diversité aux valeurs et à la culture de l'entreprise, c'est vraiment de concilier le bien-être de chaque personne et la performance de l'entreprise, parce que ce n'est pas du tout antinomique. Au contraire, il y a de plus en plus d'études, de plus en plus de recherches qui montrent que les entreprises sont bien plus performantes, que les gens se sentent bien dedans. Et on évite aussi la segmentation par groupe d'individus. Donc, pour faire les études, les audits ou quoi, on va le faire. Mais l'idée, c'est pas que les gens en fait se retrouvent entre eux parce que c'est le seul moment où ils sont, entre gens qui leur ressentent, parce que c'est le seul moment où ils se sentent en sécurité en fait. Le but, c'est de vraiment faire un brassage de tout le monde. Et ça, c'est possible que si l'entreprise, elle a construit des bases très solides en termes de diversité et d'inclusion. Et troisième partie. Et enfin, donc, on parlait de fidélisation. Donc, comment fidéliser ses collaboratrices, pardon. Déjà au niveau des avantages. Donc voilà, quels sont les avantages de la fidélisation? Donc, on va voir un peu tout ça et la mise en pratique, bien sûr. Et ensuite, dans un deuxième temps, les points d'attention vraiment à aborder par les managers. Donc, quels sont justement pour fidéliser ces collaboratrices? Je ne vais jamais y arriver avec ce mot. Donc, quels sont les points auxquels il faut faire plus attention, donc, surtout quand on est manager, pour justement garder cette fidélisation? Alors, donc, déjà, les avantages, juste pour, même si je pense que vous les connaissez déjà. Donc, éviter que les collaboratrices soient recrutées chez la concurrence, bien sûr. Ça va réduire le turnover, et Dieu sait que le turnover coûte très cher et qu'on veut l'éviter à tout prix. Ça permet d'augmenter aussi la satisfaction de la clientèle, puisque des collaboratrices qui sont fidèles à leur entreprise, ça fait des équipes qui vont justement éviter de tourner tout le temps. Et la plupart du temps, la clientèle aime beaucoup ça, puisqu'elle retrouve justement ses habitudes, ses habitués aussi au sein de l'entreprise. Et donc, ça fidélise aussi la clientèle. Comment on met ça en pratique?
Donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser l'évolution professionnelle de tout le monde. C'est ce qu'on vous disait plus tôt dans l'idée de rendre le plus objectif possible, de faire le point sur vos processus d'évaluation et de promotion. Si vous faites en sorte que ça soit fait de manière objective, ça va favoriser l'évolution professionnelle. Donc, l'idée, c'est, par exemple, vous avez Clémence et Quentin qui ont le même poste à l'heure actuelle et il y a un poste de manager qui se libère. Potentiellement, Clémence, elle ne va pas vous demander la promotion, même si elle fait des meilleurs chiffres que Quentin. Mais Quentin, il va aller vous la... Encore une fois, on parle en termes de statistiques, hein. Quentin, il va aller vous demander la promotion. Bah, c'est important que là, vous vous posiez en disant, OK, il y a un poste de manager qui s'est libéré, mais qui est le ou la mieux à même, en fait, de remplir ce poste. Et on ne va pas juste donner le poste à Quentin parce que Quentin l'a demandé, mais de se dire, bah, en fait, il y a tant de personnes à ce niveau qui peuvent prétendre à ce poste et de se poser et de faire le bilan de en fait, qui est le ou la mieux placée en fait, pour prendre le relais. L'idée, c'est aussi donc de permettre à chaque personne d'envisager leur avenir sereinement au sein de l'entreprise. Voilà, si on sait qu'il y a des processus objectifs dans les promotions, on se dit, bah, en fait, j'ai plus de chances d'évoluer dans cette entreprise et je ne vais pas avoir besoin de changer d'entreprise pour améliorer mon poste, en fait, pour augmenter en responsabilité. Ça favorise l'épanouissement des gens parce que bah, forcément, quand on atteint ses objectifs et qu'on est récompensé pour ça, bah, on est plus épanoui, assez logiquement. Et l'idée, ça va être aussi de discuter en fait avec les collaborateurs et les collaboratrices pour comprendre leurs leitmotiv, leurs principes, leurs valeurs. Vraiment, ça demande... En fait, c'est parfois 10 minutes, une demi-heure par semaine et on se pose avec les gens, on échange avec ils et elles, vraiment de chercher à les comprendre, à les connaître et de faire des points de façon régulière pour s'assurer que bah, tout se passe bien et tout va bien et que ça reste aligné avec ce qu'ils et elles recherchent. Et votre politique RSE, le but, c'est vraiment de mettre en place une guideline des actions menées. Donc, c'est-à-dire, on se pose et on se dit, bah, en fait, notre politique RSE, ça reprend ces différents sujets et ça s'est traduit comme ça, comme ça, comme ça. Et en plus, ça permet de communiquer en interne et tout le monde sait ce qui se passe. Parce que parfois, on met en place des initiatives, enfin, l'entreprise met en place des initiatives, mais comme l'entreprise ne communique pas dessus, bah, il y a des gens qui découvrent des mois après qu'il y a eu des initiatives mises en place. C'est vraiment important de les expliciter et de communiquer dessus. Alors, on parlait justement des points d'attention par les managers. Donc, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, ça va vraiment être un des points qui justement permet une fidélisation des collaboratrices. Donc, les exemples qu'a donné Laura tout à l'heure, donc par exemple sur les horaires de travail pour que ce soit les parents, les personnes qui ont des problèmes de santé et bien d'autres, bien sûr. Mais vraiment, cet équilibre-là, il est assez important pour les collaboratrices. Donc, c'est vraiment un des points qui va être justement assez où il faut mettre un peu plus d'efforts, on va dire, parce que c'est ça qui va aussi fidéliser vos équipes. C'est vraiment cet équilibre-là que beaucoup recherchent. Donner plus de souplesse aussi dans l'organisation du travail. Donc, voilà, le fait de s'orienter plus sur les résultats plutôt que sur la méthode. Donc, voilà, en fixant des objectifs assez précis. Donc, ça va aider justement à fidéliser les équipes parce qu'elles se disent, je peux travailler comme je veux du moment que je donne les résultats. On va aussi avoir justement ces critères de reconnaissance au niveau du travail. Donc ça va passer par la déconstruction des biais cognitifs discriminatoires où justement notre travail va être reconnu, non pas parce que on n'a pas assez souri en faisant telle ou telle chose, mais on a justement un travail qui est reconnu pour ce qu'on a fait, pour justement les compétences qu'on a mis derrière. Et donc, quand on a une reconnaissance de notre travail, justement, on a envie de rester dans cette entreprise-là. Donc ça, c'est un des points qui est très important à aborder par les managers. Ensuite, faire attention aussi au sentiment d'appartenance à l'entreprise. Donc là, évidemment, c'est l'inclusion, parce que des personnes qui vont se sentir à l'aise de prendre des initiatives, de participer pleinement à leur entreprise, elles ont ce sentiment d'appartenance qui fait qu'elles vont rester et qu'elles ne vont pas vouloir aller ailleurs. Et la rémunération, donc ça, c'est pas nouveau, mais une rémunération équitable, c'est ce qui garde, c'est ce qui fidélise les équipes également. Et enfin, faire attention aux relations avec, surtout au niveau des N+1 et autres aussi, mais bien sûr, mais ces relations-là, elles peuvent être très vite en fait le lieu de malaise, de discrimination,
de sentiments de tension, de relations conflictuelles. Et on a vu d'ailleurs dans beaucoup d'études que ce sont ces problèmes de microagression, de relations conflictuelles, de relations tendues avec les N+1 qui sont les premières causes de départ des collaborateuristes. Donc, c'est vraiment des points où il faut faire attention pour justement la fidélisation. Et donc, voilà, pour conclure, donc, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a une politique de diversité et inclusion qui est pertinente, simplement, et qui découle justement d'une volonté non seulement de la part des collaborateuristes, des équipes, mais surtout aussi de la direction, c'est vraiment ce qui va apporter en fait des nouveaux points de vue, ce qui va justement permettre en fait de créer cette cohésion qui va apporter de nouvelles performances, qui va vraiment permettre à l'entreprise d'être plus performante, plus compétitive. En fait, ça va passer par là. Et ça vous permettra non seulement d'avoir des meilleures relations aussi avec les équipes, avec les clients, mais ça va surtout aussi vous faire développer des nouveaux mécanismes de pensée qui seront justement plus pertinents aussi au niveau éthique, au niveau humain et au niveau légal aussi. Et donc, ça donnera une meilleure image aussi de votre entreprise. Donc, en fait, vous avez tout à y gagner. Et maintenant, on passe à vos questions. Du coup, voilà, n'hésitez pas, que ce soit dans le chat ou à prendre la parole, lever la main pour indiquer que vous souhaitez, que vous avez une question. Oui, bon, merci beaucoup pour vos informations. Je voudrais savoir comment les mettre en place quand on n'a rien spécifique sur l'équipe. Ça veut dire on a quelques connaissances, mais pas comme un système ou un outil pour les mettre en place. Quels seraient les premiers pas ou les premiers pas à suivre? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par vous n'avez pas de connaissance de l'équipe? Ça veut dire l'équipe, pour mettre en place une stratégie de diversité, quels seraient les premiers pas pour notifier l'équipe que ça, c'est assez important parce qu'au début, on n'a pas quelques guides ou quelques informations, seulement une connaissance partagée. Tu veux, Talia, ou je fais? Je commence et puis tu complètes. Okay. Par exemple, vous pouvez passer par un audit, faire un audit en fait justement de l'entreprise, de vos équipes. Vous pourrez justement voir en fait là où il y a peut-être des problèmes un peu plus urgents, on va dire, où justement là on va vous aider à mettre en place des actions pour justement régler ces problèmes-là. Donc en fait, il faut déjà savoir par où commencer. Donc passer par un audit, ce serait peut-être une bonne solution dans un premier temps. Et ensuite, pour les différentes étapes à mettre en place, là, vous pouvez justement être accompagné là-dessus. Tout ce qui est processus de recrutement, typiquement, il y a des choses assez simples à mettre en place pour rendre le recrutement le plus objectif possible et du coup d'augmenter la diversité des profils qu'on recrute. Et en fait, assez naturellement, votre entreprise, si dès le début, en fait, vous créez de la diversité dedans, alors je dis vous parce que je m'adresse à tout le monde, mais si vous mettez de la diversité dans votre équipe dès le début, en fait, ça va faciliter vos processus de recrutement par la suite. Là, on discutait avec un client qui nous disait qu'ils étaient 2 fondateurs, 2 mecs blancs qui avaient fondé leur boîte, mais dès le début, ils avaient eu à cœur de casser en fait cette idée de boys club et ils avaient tenu à recruter une femme, une personne racisée. Et depuis, en fait, là, ils sont une vingtaine. Et par exemple, là, ils ont ouvert des postes en data science. Ils ne reçoivent que des CV de femmes, par exemple. Parce que les femmes sentent que cette entreprise, elle est diversifiée et elle est attirée par ça. Et on sait à quel point c'est difficile de recruter des femmes en data science, dans tout ce qui est dev en général, surtout des postes seniors, parce que elles sont plus rares à trouver pour un certain nombre de raisons. Et du coup, ça montre que en fait, plus l'équipe est diversifiée, plus après, c'est un cercle vertueux qui se fait. Donc, comme dit Talia, selon la taille de l'entreprise, ça peut être intéressant de faire un audit. Et après, si c'est l'entreprise vraiment au tout début, on peut se poser et on fait le point sur c'est quoi la culture d'entreprise, ou du moins c'est quoi la culture d'entreprise que tu veux créer.
en fait, dans ton entreprise. Et à partir de là, OK, donc il y a ces valeurs-là, comment on les met en place et on voit un plan d'action. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Mais merci de la présentation. Je pense que c'est plutôt ça, parce que nous, on est tous vraiment en étape assez tôt dans la création de l'entreprise. On n'a pas vraiment, à la limite, on a des cofondateurs, il y a probablement quelques stagiaires par ici, par là, mais moi, par exemple, je suis tout seul. Donc, effectivement, je pense que ça part des valeurs, mais est-ce qu'il y a est-ce que vous pouvez euh, donner un petit peu plus en termes de roadmap de ce qu'on pourrait faire? Déjà, avoir des valeurs d'entreprise, ça c'est pas mal. Et ensuite, comment est-ce que concrètement on attire, par exemple, des applications qui sont plus diverses? Comment est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans l'annonce, ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans comment est-ce que vous approcherez ça? Bah, effectivement, il y a donc effectivement faire le point sur les cultures d'entreprise, sur la culture d'entreprise, les valeurs, et ensuite sur tout ce qui est recrutement. Il y a des façons de rédiger des annonces en fait. Typiquement, c'est important que votre entreprise, elle soit écrite de la manière la plus neutre possible, donc que ce soit en écriture inclusive, mais l'écriture inclusive, c'est pas que le point médian, en fait, c'est vraiment une manière d'écrire en général qui est neutre, et c'est pas que l'intitulé du poste, c'est vraiment dans la description. Si vous utilisez que le masculin, la probabilité que des femmes candidates est beaucoup plus faible, par exemple. Il y a des termes à éviter aussi dans l'annonce, des termes qui sont associé au masculin. Ça, il y a un site qui s'appelle À compétences égales, j'ai pas accès au chat, donc du coup on vous le transmettra d'une autre façon, qui permet en fait de voir si l'annonce emploie des termes qui sont à connotation plus masculine ou plus féminine, et donc d'avoir quelque chose de plus neutre, plus équilibré à ce niveau-là pour s'assurer que tout le monde candidate. Il y a aussi les canaux de diffusion. Ensuite, une fois que l'annonce elle est bien, elle est rédigée correctement et tout, une diffusion, le risque c'est souvent on va diffuser l'annonce à son premier cercle, peut-être le deuxième cercle, mais souvent, c'est des gens qui nous ressemblent. Et donc, du coup, c'est compliqué de créer de la diversité à ce niveau-là. Donc là, c'est important de se poser, de se dire quels sont les canaux de diffusion en fait, de mon secteur qui sont, ou du poste, du type de poste que je recherche, qui vont me permettre d'élargir un maximum de diversité. Par exemple, vous cherchez des devs, il y a des agences de recrutement qui sont orientées vers ça pour trouver des femmes. Et il y a aussi des agences comme Mosaïque RH, en fait, qui ont l'air de, de placer en fait des personnes qui sont issues dites des banlieues, parce qu'en France, on ne peut pas dire ouvertement qu'on va chercher à recruter des personnes racisées, donc on passe par des contournements, on va dire, comme par exemple, on accompagne les personnes qui viennent de banlieue et de QPV. Mais Mosaïque RH, pour ça, c'est une super bonne ressource. Comme on l'a dit, nous, on ne fait pas de sourcing, nous, on est vraiment sur quels sont les canaux de diffusion, enfin voilà, quels sont les processus. Et déjà, ça met en place de bonnes bases. Et après, en amont, vous avez fait la liste de compétences, vous aviez besoin et tout, et ça commence à participer à créer ce qu'on appelle une scorecard. En fait, c'est la liste des compétences, hard skills et soft skills, dans ce que vous recherchez pour un poste. Et l'idée, c'est de noter, en fait, faire un peu de noter chaque compétence, tant quand vous analysez le CV, et de se dire, en fait, là, je coche. Ce qui vous permet de mettre de côté le fait que ce soit une femme, une personne racisée ou quoi. Alors ça, c'est les seules voir une personne handicapée lorsque c'est visible, parce que ça, ce sont les seules choses qu'on voit directement chez une personne. Et ça vous permet vraiment de vous concentrer sur les compétences. Et normalement, ça devrait augmenter déjà le nombre la diversité au moment des entretiens. Et ensuite, les entretiens, l'idée, c'est de faire la même chose, d'objectiver un maximum le processus en posant la liste des questions qu'on va poser. Et on pose les mêmes à toutes les personnes qu'on rencontre pour le poste, et de se dire quel type de réponse j'attends, en fait. Par exemple, de se dire, poser la question à la personne de
vous cherchez quelqu'un qui est très organisé, de dire donnez-moi un exemple d'une situation où vous avez dû faire preuve d'organisation. Selon ce que vous cherchez en détail, comment la personne répond à ça? Est-ce qu'elle a répondu à ce critère-là, etc. Et vous cochez en fait. Et à la fin, vous comptez. Vous comptez et ça vous permet de vous dire, OK, en fait, mes biais cognitifs, normalement, ils ont été mis de côté un maximum et je me suis vraiment concentrée sur les compétences de la personne. Et si vous êtes plusieurs à recruter, votre scorecard, vous ne devez pas voir la scorecard des autres en amont. En fait, il faut vraiment tout mettre en commun à la fin des processus de recrutement. Et là, vous décidez. Et normalement, si tout ça, ça a été bien fait, notamment la partie canaux de diffusion, parce que c'est compliqué de se dire on va avoir de la diversité si notre pool de candidatures n'est pas diversifié. Normalement, vous allez avoir plus facilement des équipes diversifiées. Et comme je vous disais, si le cœur de l'équipe commence à être diversifié, en fait, c'est beaucoup plus simple ensuite d'avoir des candidatures. Je ne sais pas si Talia, tu veux rajouter quelque chose. Non, c'était très complet. Voilà. Et du coup, est-ce que ça a répondu à ta question, Andrew? Oui. Il me semble que ça, c'est le nerf de la guerre au début. C'est qu'il faut, il faut aller chercher les gens qui sont divers. Et si on fait ça, on met les chances de son côté. Je pense que les questions d'audit c'est bien plus tard quand on a vraiment des équipes assez structurées avec plusieurs niveaux de management. Mais bon, c'est ce qu'on appelle un nice problem to have. À partir de là, ça veut dire qu'on est bien réussi. Mais si on commence déjà avec les premiers recrutements, c'est mieux, je pense. Oui, ça commence vraiment par ça. Et après, ça dépend de la taille de l'équipe, effectivement, sur faire le bilan. Anne, tu avais une question? Ouais, c'est pour poursuivre un peu sur ce sujet de recrutement. Je pense qu'en effet, c'est la première étape quand on est seul. Donc, c'est là-dessus qu'on peut avoir un réel impact quand on est en train de faire grossir son équipe. Et typiquement, au début de ton intervention, tu parlais de la capacité des managers à comprendre les différents cadres culturels, etc. Est-ce que tu as des idées justement de questions ou de mise en situation à proposer lors d'entretien pour justement essayer d'aller creuser ces points-là? Alors, ça dépend à quel point on veut appuyer un peu frontalement. Mais une des questions, typiquement, c'est demander à une personne si elle aura un problème à travailler avec une personne qui porte le voile. Ça indique beaucoup de choses sur les gens à l'heure actuelle, parce qu'il y a des gens qui vont être très bruts de décoffrage et qui vont dire que ouais, c'est un gros problème et qui seraient choqués en fait. Typiquement, ça permet de voir en fait le niveau d'ouverture d'une personne. Et après, il y a des petites questions comme c'était quoi les questions qu'on avait posées une fois en entretien, justement, Talia, est-ce que vous auriez des difficultés à travailler sous la direction d'une femme, par exemple. Ça aussi, ça permet aussi de voir. Parce qu'en vrai, on pense que les gens, ils vont pas répondre la vérité. Mais nous-mêmes, on était surprises de se rendre compte à quel point les gens répondaient vraiment ce qu'ils pensaient dans ces situations-là, en fait. Même en entretien, il y a des gens qui sont très honnêtes par rapport à ça. Et du coup, ça permet de faire un premier tri sur les managers à ce sujet-là, en fait. Ah ouais, j'aurais pas cru qu'il soit si direct, en effet. Ouais, alors pour le coup, nous, c'était dans le cadre d'audit, mais en vrai, on a des gens qui ont été très directs avec nous. Par exemple, oui, une fois, on a reçu une candidate en entretien, elle portait le foulard, ça m'a choquée. Je t'en OK. Donc, du coup, non, les gens peuvent être assez directs et assez upfront à ce niveau-là. Donc, voilà. Je vois qu'il y a une question de Afsa, j'espère que je prononce correctement le prénom, dans le chat. Est-ce qu'on travaille avec des formatrices spécialisées en intelligence émotionnelle, etc. Alors, on a un réseau d'intervenantes plus ou moins spécialisées sur certains sujets. Donc là, c'est vrai que c'est beaucoup sur tout ce qui est égalité femmes-hommes, mais on discute aussi avec des coachs en intelligence émotionnelle, en gestion des personnes HPI, HPE, donc au potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel. Donc, on a un réseau qui se construit au fur et à mesure de formateurs et formatrices spécialisés sur certains sujets, parce que nous, on ne peut pas être spécialisé en tout, évidemment. Donc, ouais, on travaille avec des gens sur ces sujets. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore, on va dire, on a encore un peu de temps. Moi, j'ai une autre question, du coup.
Et il y a plein de sujets que j'ai envie de creuser. On aura l'occasion d'en reparler. C'était sur la charte égalité. Je trouve ça génial, en effet, d'implémenter ça dans son entreprise. Alors, c'est vrai que quand on est une petite structure, ça peut être fait, je ne sais pas si on est 3-4 dans l'équipe tous ensemble. Oui. Je pense qu'autant impliquer tout le monde. Quand on est une plus grosse structure, typiquement comme Schoolab, qu'est-ce que vous recommanderiez? Est-ce que c'est vraiment de le travailler avec l'intégralité de l'entreprise ou alors sélectionner des responsables dans chaque équipe qui ont envie de faire un groupe de travail pour travailler là-dessus? Vous êtes combien à Schoolab à l'heure actuelle? On est une centaine. Ouais, donc c'est vrai que c'est quand même c'est une grosse structure. Je pense que ça peut être bien de faire par équipe, en fait, déjà, de se poser, parce que je pense que vous êtes déjà répartis en équipe à l'heure actuelle. Ouais. Et donc, se poser par équipe, parce que c'est des gens qui travaillent déjà ensemble tous les jours, et de se dire qu'est-ce qui remonte. Ce qui peut être fait aussi, c'est de se poser sur un ensemble de thématiques et demander aux gens, en fait, de voter. Donc, ça peut être des systèmes de questionnaires, en fait, aussi, qui permettent de poser une base commune. Mais en vrai, je pense que ce qui peut être bien, c'est chaque personne, ce que vous pouvez inviter les gens à faire, c'est chaque personne de dire, en fait, moi, je veux qu'il y ait ci, ça, ça. Alors après, c'est compliqué parce que vous avez 100 réponses, voire plus, de lister. Mais en fait, ça vous permet ensuite de compter qu'est-ce qui revient le plus et de se dire, bon, bah, en fait, on prend maximum 10 points dans la charte. Pour nous, il faut que ça soit entre 5 et 10 points. Ça peut être plus long, mais ça commence à faire beaucoup, en fait, sachant que, par exemple, sur tout ce qui est blagues dites blagues qui sont discriminantes, on peut dire qu'il y a une tolérance zéro là-dessus, en fait, sur les blagues sexistes, racistes, etc. Et ça, bah, en fait, ça recoupe plusieurs sujets, mais ça fait qu'un seul point, typiquement. Et donc, ça permet ensuite de se dire, bon, bah, en fait, tous ces points-là, on voit que, par exemple, ce sujet-là, bah, sur l'humour, il est revenu tout le temps. Bah, clairement, ça sera dans la charte. Voilà. Okay. Ouais, intéressant. Ça te donne une... Et juste en lien avec ça, est-ce que vous avez un peu un template ou des grandes catégories à suggérer? Enfin, je sais pas, un peu un support existant pour aider à guider les gens dans leur réflexion, voir quels sujets sont importants à discuter. Sur la charte égalité, Ouais, euh, on trouve bah, ça sur Internet. je pense je crois qu'il y en a sur Internet, ouais, qu'on re-regarde. Bah, déjà, il y a les obligations légales. Ça, c'est super basique, mais de regarder, de se rappeler quelles sont les obligations légales et de se dire comment je vais plus loin. Et donc, typiquement, bah, comme on disait, pas de tolérance zéro sur tout ce qui est l'humour sexiste, raciste, etc. Va y avoir... qu'est-ce que... Talia, je bug là. Je sais que j'ai des idées, mais elles ne me viennent plus. Je t'appelle au secours. J'essaie de me rappeler notre charte aussi. On avait mis dedans... Voilà, l'idée, c'est si jamais vous avez un support qui pourrait aiguiller un peu tous les personnes intéressées pour faire cet exercice. En tout cas, moi, je suis preneuse et je pense qu'il y en a sûrement d'autres qui le seront. Donc, Ouais, carrément, ouais. Dans ce qu'on propose, on a un pack charte égalité basique, en fait, vraiment avec... donc, si vous voulez, on peut... et c'est, je crois que c'est 250 €, donc ça reste plutôt abordable pour avoir déjà une base, en fait. Voilà, si ça intéresse. Et après, on a le pack on travaille avec un certain nombre de personnes dans l'entreprise et le pack on inclut tout le monde dans l'entreprise. Voilà, qui sont forcément plus chers, mais voilà, ça donne déjà une base à réfléchir. Alors, du coup, on a eu une question de Ron sur Planet Score, qui est un label. Et est-ce qu'il y a quelque chose de similaire en score diversité? Bah, pas exactement, en fait. Officiellement, il n'y a rien à l'heure actuelle. Le gouvernement est en discussion pour mettre en place ce genre de choses. Mais pour l'instant, officiellement, il n'y a rien. Il y a des outils qui sont des outils qui ont été créés par des entreprises comme nous. Alors, nous, on n'est pas un label encore. Peut-être un jour, on deviendra un label. Mais pour répondre à la question, donc, non, il n'y a pas de diversité score officielle qui existe à l'heure actuelle. Et certification similaire au système B, mais dans l'intérêt de la diversité. Pareil, à notre connaissance, en France, il n'y a pas de certification, ou du moins, ça rentre... Enfin, il n'y a pas de certification dédiée. Par exemple, des groupements comme Mouvement Impact, on mesure un certain nombre d'informations, dont une partie de la diversité, mais ça reste assez limité.
notamment parce qu'encore une fois, tout ce qui est sujet de statistiques ethniques en France, ça reste super sensible et il n'y a pas grand monde qui a osé se pencher là-dessus. Et en tout cas, en privé, enfin en public, qui soit, on va dire, officiel, il n'y a rien à l'heure actuelle. C'est un des problèmes parce que les obligations légales ne vont pas assez loin. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? En vrai, c'est quasiment fini. Je vois Afsa, du coup, si tu veux nous contacter, hein, c'est contact at projet. Oula, j'ai fait une bêtise. Contact at projet adelphité.com pour tout le monde. Hein, et pareil, notre site web, il est juste là. Une communauté en ligne ou une association ou un hashtag qui vaut la peine d'être suivi. À quel niveau exactement, Gabriel, pour la question? C'est plutôt pour connaître la source d'information, des actualités à suivre sur ce sujet. Je peux vous inviter à nous suivre sur LinkedIn parce qu'on poste régulièrement sur ces sujets en vrai. Et après, il y a pas de... il y a Diversity Days qui fait des choses assez intéressantes en tant qu'association et qui a une newsletter, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ils sortent l'an dernier, ils ont sorti une étude sur la diversité en France qui était assez intéressante. McKinsey, mais pour le coup, c'est plus US en général, c'est assez orienté US, sort des études là-dessus. Donc, ils ont une newsletter dédiée diversité et inclusion, c'est en anglais. Et encore une fois, par contre, c'est assez orienté US, mais ça donne une perspective intéressante sur la France. HBR aussi. Oui, HBR, donc Harvard Business Review. Vous avez des articles en ligne sur la diversité et inclusion. Et d'ailleurs, sur leur site, normalement, ils ont une section dédiée diversité et inclusion. Voilà. Nous, c'est pas mal les sources qu'on utilise à l'heure actuelle. HBR a un segment aussi orienté en France pour le coup. Hein. Et il y a une partie qui est traduite en français ou qui est rédigée directement en français. Et Diversity Day, c'est français. Donc, il n'y a que McKinsey où la newsletter est très orientée US. Sinon, HBR, il y a de tout, puisqu'ils sont implantés en France aussi. Même si ils sont un peu plus limités à notre sens que les US. Parce que forcément, en France, on a un gros tabou par rapport à tout ce qui est ethnie. Voilà, donc ça limite un peu le scope sur ce sujet. Oui, et puis voilà. sinon, projet Adelphité, on va vous suivre. Voilà, il y a nous aussi. Donc, du coup, je vous mets nos LinkedIn, enfin nos noms et prénoms. Comme ça, vous pouvez nous ajouter sur LinkedIn si vous le souhaitez. Et on publie régulièrement sur les sujets de diversité et inclusion, les bases, etc. Voilà. Génial. En tout cas, un grand merci. Ça donne envie de se mettre en réflexion sur tous ces sujets et de voir comment on peut commencer à l'implanter à notre échelle. Donc génial. Merci pour toutes ces infos et ces petits conseils. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des sources intéressantes à nous partager, d'autres idées d'exercices ou de choses pour se mettre en réflexion, je pense qu'on est beaucoup à être intéressés. Déjà, en vrai, avec tout ce qu'on vous a donné en mise en pratique, vous avez de quoi faire, je pense. Enfin, il y a pas mal de sujets qui ont été ouverts et même, je sais, c'est des petites structures au début, etc. Mais vraiment des choses très basiques quand on parle de manager, en fait, vous êtes déjà des managers. Le moment où vous recrutez, vous devenez manager. Donc, de se poser ces questions-là sur vos propres limites, vos propres limitations, vos propres biais cognitifs, c'est super important pour poser de bonnes bases, en fait. Voilà. Bon, merci à tous aussi d'avoir été présents jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir.